Alors qu'il s'enfuyait d'une bataille bientôt perdue, un jeune soldat jeta son fusil et, après 100 pas à peine, libre sur un sentier, tomba essoufflé. Lentement, il se glissa à l'ombre des arbres, fatigué, et regarda sans mots ni pensée le feuillage chahuté qui lui criait « La mort vient, mais toujours après. À présent, c'est pour toi qu'elle vient. Pauvre être, la mort est le privilège de l'homme. » Je n'avais jamais fait gaffe. Techniquement, si c'est classé, on n'a pas le droit d'y toucher, sans autorisation de la Direction régionale des affaires culturelles. Mais on n'a rien demandé, Bertrand. On ne va même pas le toucher. On va manger notre sandwich là-bas, sur le banc. Je précise, c'est tout. Ah ça, faut voir avec la mairie. Culturel, t'as dit ? Non mais attendez, ce bâtiment, il représente quelque chose. Il y a un vrai sujet là. C'est un immeuble, Claude. Justement, c'est jamais juste un immeuble. Si, ça peut être juste un immeuble. D'ailleurs, il faudrait vérifier le PLU. Calmos. Je vous rappelle qu'on se retrouve ici tous les jours à midi. C'est un bon repère GPS. C'est pratique. Je l'ai même enregistré en favori. Ban, sandwich. Attends, t'as enregistré un lieu de mémoire dans ton téléphone sous le nom Ban Sandwich. Bah oui, comme ça j'ai pas besoin de m'en souvenir. C'est le téléphone qui s'en souvient pour moi. Il y a un vrai sujet là. Un lieu de quoi d'abord ? Ça, techniquement, c'est une plaque commémorative, posée avec arrêté municipal, généralement. Ouais, bah moi je la vois depuis 10 ans. J'ai jamais lu ce qu'il y avait marqué dessus. Ben, en fait, je sais pas non plus. Attends, c'est marqué quoi en fait ? À la mémoire de ce... C'est fou ça ! On passe devant tous les jours et personne sait ce que ça commémore. C'est peut-être normal en vrai. Une plaque, ça sert pas à être lu tous les jours. Amélie vient de mettre le doigt sur quelque chose. La plupart des plaques commémoratives qu'on croise en ville ont une origine précise et bien plus fonctionnelle qu'on ne le croit. Cette histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue. Elle vaut d'être redite, parce que tout le reste de l'épisode tient dessus. Après la Première Guerre mondiale, l'Europe se retrouve avec un problème très concret. Des centaines de milliers de corps qui ne rentreront jamais, ensevelis sur place, disparus, méconnaissables. Le deuil individuel, celui qu'on fait devant une tombe, devient impossible pour énormément de familles. Le monument aux morts moderne naît en grande partie de ce manque. On l'appelle parfois un cénotaphe, littéralement une tombe vide. Ce n'est pas une origine idéologique, c'est une origine fonctionnelle, presque logistique. Quand le corps manque, on fabrique un objet qui tient lieu de tombe pour tout le monde à la fois. Bon, bah là, d'un coup, ça me fait moins un GPS. Tu vois, il y a un vrai sujet là. Je vais quand même vérifier si celui-là est classé. On va tenir 4 idées ensemble. Elles se répondent et parfois se corrigent l'une l'autre. L'historien Pierre Nora part d'un constat simple. On construit des lieux de mémoire précisément parce que la mémoire vivante, transmise sans effort d'une génération à l'autre, a largement disparu. Le monument n'est pas un rempart contre l'oubli venu de l'extérieur. Il est déjà le signe que l'oubli a commencé. Il a raison, c'est même pour ça qu'on existe, lui et moi. Qui ça ? Nora, l'homme qui vient de parler. Il a parlé ? Tu as encore oublié mon café ? Ah mince. Et tu le voulais comment ? Je prends toujours le même café, l'été. Paul Ricoeur distingue un oubli qui efface vraiment et un oubli de réserve. Ce qui reste disponible sous le seuil de l'attention sans être détruit. De réserve ? Exactement ce que tu fais depuis 3000 ans. Sauf que tu appelles ça « j'ai oublié », pas « je mets en réserve ». J'ai oublié quoi ? Rien, c'est une private joke entre nous et Ricoeur. Et cette plaque endormie, ce n'est pas qu'une image.
L'historien Clément Fabre a suivi la vie quotidienne des monuments aux morts de l'École normale supérieure, rue d'Ulm à Paris, cérémonies annuelles, détournements, profanations parfois, et de longues périodes où le gisant du hall n'est plus, selon ses mots, qu'une présence que l'on remarque à peine en passant. Un monument ne vit pas en continu, il clignote. Il y a une version bien plus ancienne de cette idée dans la Grèce antique. Dans la tradition orphique, on glissait dans certaines tombes de petites plaques d'or portant une instruction précise pour l'âme du défunt. À un carrefour souterrain, deux sources l'attendent, celle de l'été, l'oubli, et celle de Mnémosine, la mémoire. La consigne est de ne surtout pas boire à la première et de chercher la seconde. Ça, c'est moi. Et moi. Toi qui ? Deleuze avance une idée qui retourne l'intuition commune. Commémorer un événement peut, paradoxalement, servir à le refermer, à le transformer en date fixe plutôt que de le laisser vivre comme un possible encore ouvert. Benedict Anderson observe que ce qui rend les tombes du soldat inconnu efficaces, c'est justement leur vide. Un corps anonyme peut devenir n'importe quel citoyen, donc symboliquement la nation elle-même. Un corps sans nom, c'est le contraire exact de mon travail. Le contraire de quoi ? Eric Hobsbawm et Terence Ranger ont ajouté la pièce qui manquait. Une bonne partie des rituels qui entourent ces monuments, cérémonies, gerbes, minutes de silence, sont des traditions inventées, souvent bien plus récentes que l'ancienneté qu'elles affichent. Le décorum a l'air éternel, il a rarement plus d'un siècle. Tenons les quatre bouts ensemble. Le lieu de mémoire naît d'une perte, Nora. Ce qu'il contient ne disparaît pas, il s'endort, Ricoeur. Le construire peut refermer ce qu'il devait garder ouvert, Deleuze. Et ce qu'il sert d'abord, c'est un récit dont le présent a besoin, Anderson. Le philosophe Alain Brossat condense tout ça en une phrase. Tout culte de la mémoire recèle en son sein une politique de l'oubli. Choisir ce qu'on grave, c'est choisir ce qu'on laisse s'effacer. Du coup, quand on déboulonne une statue, c'est pas vraiment effacer l'histoire alors ? C'est le point qui permet de sortir du débat le plus stérile sur le sujet. Une statue peut, en même temps et sans contradiction, être un lieu de deuil sincère pour certains, un symbole de domination pour d'autres et un simple repère urbain pour le reste. Un peu comme Amélie et sa plaque tout à l'heure. La retirer n'est donc pas réécrire ce qui s'est passé, le passé lui ne bougera pas, c'est refuser qu'un récit continue, aujourd'hui, à s'appuyer sur cet objet pour se légitimer. Et si vous pensez que la fabrique du récit par la pierre, c'est une affaire du passé, il existe, dans le parc du château de Rambouillet, une barque solaire égyptienne en bronze, commande de l'État, inaugurée en 1993. Le passeur, debout dans la barque, celui qui, dans la mythologie égyptienne, mène les morts vers leur demeure définitive, a les traits de François Mitterrand, président en exercice au moment de la commande. Un chef d'État vivant, sculpté en dieu funéraire dans un parc présidentiel, le récit national n'a jamais attendu les historiens pour se tailler des statues. Cette position ne tranche pas pour tel ou tel monument précis, et ce n'est pas son travail. Elle déplace la question, et c'est exactement ce qu'on lui demande. Bon, celui-là, en tout cas, il n'est pas classé. Bref, tout ce qu'on vient de dire concerne des monuments voulus, construits, décidés par une institution. Mais il existe une autre forme de mémoire, beaucoup plus fragile, les fleurs déposées à l'endroit d'un accident, les bougies allumées après un attentat, les photos scotchées sur un mur.
Le folkloriste américain Jack Santino a été le premier à l'étudier sérieusement en 1992. Il propose le terme d'hôtel spontané, des espaces montés sans qu'aucune institution ne l'ait demandé ou organisé. Ah bah là au moins, pas de souci avec la mairie. Non, ça j'ai toujours trouvé ça, je sais pas. Ça me touche plus qu'une plaque en fait. Le même geste existe aujourd'hui sous une autre forme, avec la même absence d'institution derrière. Sur Discord, beaucoup d'entre vous connaissent, il arrive qu'une communauté ouvre un simple salon textuel à la mort de l'un des siens. Pas de fleurs, pas de bougies, pas d'arrêté municipal, juste des messages qui s'accumulent, parfois pendant des années, chacun écrivant à quelqu'un qui ne lira jamais la réponse. Les chercheurs qui étudient ce genre de pratique parlent de liens continués. L'idée qu'entretenir un lien avec quelqu'un qui est mort n'est pas un échec à faire son deuil, mais une forme de deuil, à part entière, aussi légitime qu'une autre. Un salon Discord n'a ni budget, ni classement, ni cérémonie du 11 novembre. C'est pourtant, très précisément, un lieu de mémoire, au même titre qu'une plaque, qu'un cénotaphe ou qu'une bougie sur un trottoir. Ça compte alors, même sans les fleurs. Ouais, ça compte. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être que cet épisode est dédié à Al Capong, un membre apprécié d'un Discord dont je fais également partie et qui a ouvert un salon textuel en sa mémoire. Les chercheurs qui travaillent sur le sujet des hôtels spontanés, notamment Erika Doss, se sont penchés sur ce que signifie chaque objet déposé. Les fleurs et les ballons renverraient à la fragilité de la vie. Les mots griffonnés donneraient un espace d'expression. Les peluches symboliseraient une innocence perdue. Ça me fait penser à quelqu'un. Une dame avec une soupe. Même pot. Voilà. Elle fait quoi déjà? Elle sert une soupe aux morts, sur un pont, avant qu'il se réincarne. Ça efface tout. Un peu ton style, en fait. J'aime bien cette dame. Moi, je préfère les bougies. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'une soupe d'un coup. Elle nous entend. Non, mais l'oubli, ça s'infiltre. Les bougies, ça part au moindre coup de vent. C'est peut-être pour ça qu'on grave dans la pierre, en fait. La chercheuse Erika Doss a mis le doigt sur une question presque comique, et pourtant bien réelle pour les archivistes chargés de documenter ces mémoriaux dans l'urgence. Une question que la sociologue française Maëlle Bazin reprend dans son travail sur les mémoriaux de 2015 à Paris. Quand une bougie a coulé sur le trottoir, la trace de cire fait-elle partie du souvenir à conserver, ou est-ce juste une salissure à nettoyer? La question n'est pas anecdotique. Elle rejoue, à une toute autre échelle, exactement la tension qu'on vient de développer sur les monuments. Qui décide de ce qui compte comme mémoire et de ce qui n'est que déchet? Cette porosité entre le geste individuel et l'institution, nous la retrouvons aussi dans l'art contemporain, mais retourné. L'artiste allemand Günther Demnisch insère depuis les années 1990 de petites plaques de laiton dans le trottoir, devant l'ancien domicile d'une personne. Une plaque, une personne. Le principe reproduit presque littéralement la plaque de l'immeuble qui a ouvert cet épisode, sauf qu'ici, elle est au sol, sous les pieds. Ça, au moins, on peut pas dire que ça sert à rien parce qu'on passe devant sans le voir. C'est fait pour qu'on trébuche dessus, littéralement. D'autres artistes ont préféré casser la forme même du monument classique. Maya Lin, en 1982, remporte à 21 ans le concours pour le mémorial des vétérans du Vietnam, un mur de granit noir sans figure héroïque, sur lequel sont gravés les noms dans l'ordre chronologique de leur mort. Le visiteur, en s'approchant pour lire un nom, se voit reflété dans la pierre polie. Ça, techniquement, c'est presque l'inverse d'un monument, non ? Même logique chez Rachel White-Read, qui conçoit à Vienne un mémorial en forme de bibliothèque coulée en béton, dont les livres sont totalement illisibles. Et chez Christian Boltanski, dont le travail tourne autour de l'anonymat plutôt que de l'héroïsation. C'est marrant.
Plus on avance dans le sujet, moins les artistes ont l'air de vouloir montrer quelqu'un de précis. C'est juste, et ça rejoint Anderson et son soldat inconnu. L'anonymat n'est pas un manque dans ses œuvres, c'est le point de départ. Le jeu vidéo, de son côté, a trouvé sa propre manière de poser la question. Dans Cyberpunk 2077, il existe un columbarium où des niches commémoratives rendent hommage à des personnages du jeu. Certaines de ces niches n'apparaissent que si le joueur a fait certains choix précis pendant sa partie. Attends, tu veux dire que le mémorial change selon ce qu'on fait ? Attends, c'est un peu comme... Y a pas une histoire de corbeau dans une mythologie où l'un des deux ne revient jamais ? Il a raison. Qui a raison? Lui, le columbarium, c'est Hugin et Munin. Les corbeaux. Je les aime bien aussi. Toi, tu aimes bien tout le monde, l'été. Tu ne te souviens jamais de personne assez longtemps pour t'en lasser. Dans la mythologie nordique, Odin envoie chaque jour 2 corbeaux survoler le monde et lui rapporter ce qu'ils ont vu. Hugin, la pensée, et Munin, la mémoire. Il confie craindre davantage pour Munin que pour Hugin. On peut se refaire une pensée, pas une mémoire perdue. Et un dernier point, parce que rien de tout ça n'est universel. L'architecte et philosophe Muriel Ladik montre que la tradition japonaise ne fait pas des ruines des lieux de mémoire à l'occidental. Pas de romantisme des vieilles pierres, pas de poétique des ruines. Des traces, des fragments et un cycle où la disparition fait partie du processus, pas de l'échec. La forme qu'on prend pour naturelle, stèle, liste de noms, minute de silence est une convention. La nôtre, datée, locale et remplaçable. Bon, on se retrouve toujours ici à midi. Ouais, mais maintenant, je la regarde différemment. Moi, je vais quand même demander l'arrêté à la mairie. Il y a 2000 ans, on disait aux morts où trouver la source de la mémoire, pour qu'ils sachent l'éviter ou la chercher. Aujourd'hui, on grave un nom sur une pierre et on espère que ça suffira. Une plaque, un cénotaphe, une statue ne nous renseignent jamais vraiment sur ce qui s'est passé. Ils nous disent qui, aujourd'hui, a le pouvoir de décider ce que le présent doit en faire. Quelques précisions avant de refermer, en ce qui me concerne, ce sujet. D'abord sur les encadrés renvois que vous avez vus défiler. Une citation orale ne donne à personne le temps de noter un nom d'auteur. Ces encadrés servent à ça, mettre en pause si une référence vous intéresse, et j'y ai glissé à chaque fois que possible un détail que je ne dis pas à l'oral, pour que la boîte vaille le coup d'œil et pas seulement le sous-titre. Il a dit quoi là? Aucune idée. Je crois que je n'écoutais pas non plus. Ensuite, sur la démarche. Je viens de la philosophie, pas de l'histoire, et cet épisode ne règle pas la question des monuments et de la mémoire collective. Personne ne la règle en 20 minutes, et ce n'était pas le projet. Mon projet, c'est que demain matin, éventuellement, certains d'entre vous regardiez une plaque autrement. Et si vous voulez continuer, les 3 articles qui ont le plus nourri cet épisode, Clément Fabre sur la vie quotidienne des monuments de la rue d'Ulm, Alain Brossat sur le couple mémoire-oubli, Muriel Ladik sur l'esthétique japonaise de la trace sont en description. Chacun se lit en une soirée, vous pouvez au moins en lire un. Un mot enfin sur les sources. Certaines viennent d'auteurs dont je ne connais pas toute l'œuvre et dont je ne partage pas toutes les positions par ailleurs. C'est le cas d'Eric Hobsbawm. L'invention de la tradition est un ouvrage largement reconnu en histoire culturelle. Et l'homme a défendu sur les régimes communistes et l'URSS des positions que je ne cautionne pas. Les 2 choses me semblent vraies en même temps, on cite une idée, pas une personne entière. L'article Wikipédia qui lui est consacré résume bien le problème si vous voulez creuser. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez appris quelque chose, vous savez quoi faire. À bientôt dans un nouvel épisode de Mythologique.